La grande interview, c'est avec Christopher Guérin, directeur général de Nexans. Bonjour. Bonjour Aude. On est en plein dans votre actualité puisque vous avez publié vos résultats annuels cette semaine. Les objectifs ont été remplis, nouvelle année record. Mais c'est facile en fait quand on est en pleine transition énergétique et que le monde entier vous demande des câbles, non? Oh, bon, il n'y a rien de facile, mais disons qu'il y a des facilités, on va dire. On a des facilités, mais bon, en même temps, en parallèle, Donald Trump a mis un point final aux fermes éoliennes en mer américaines, qui était un développement important pour nous, donc il faut bien qu'on s'ajuste. Mais il est clair, vous en parliez avec John, des mines d'or, mais il y a les mines de cuivre aussi. Donc le cuivre, c'est l'électrification, c'est l'électricité, donc on a un gros sujet sur les accès au cuivre, mais il est clair qu'on rentre dans on va dire, dans les 30 glorieuses de l'électricité. Le monde est en train d'investir ce qu'on a investi entre 1950 et 1970, que ce soit de la génération d'électricité à la distribution et l'utilisation d'électricité. Les risques géopolitiques, justement, comment vous les regardez et comment vous adaptez vos prévisions aussi par rapport à ça? On a surtout une vision long terme, ce qui nous a beaucoup porté en bourse, parce que quand j'ai pris les rênes avec mon équipe en 2019, le cours de bourse était à 20 €. Bon, on est à 107 aujourd'hui, mais bon, c'est juste un baromètre de confiance pour nous, au-delà du juste cours de bourse, mais on a amené beaucoup de cohérence et de consistance. En 2021, on était une des premières sociétés dans notre secteur à annoncer qu'on allait rentrer dans vraiment une ère de très forte croissance sur l'électrification à cause de ce besoin de renouvellement et le basculement des énergies fossiles aux renouvelables. Après, vous avez une vision long terme. Et sur les visions court terme, il y a toujours des aléas, le marché de la construction est en forte baisse en Europe, donc il faut garder un caractère agile et intuitif pour faire face à ces aléas. Et ça monte quand même. Mais vous savez que de manière générale, vous avez une demande séculaire pour les 10 prochaines années. Alors, vous avez 2 tiers de votre activité qui dépend maintenant des câbles, donc de la transition vers l'électrique. Vous allez vous recentrer encore plus parce que vous avez communiqué là récemment sur 2 sessions que vous envisagez qui sont en cours en fait. Oui, c'est la communication qu'on avait faite en février 2021, que d'ici 24-25, nous allons céder des très belles activités, mais qui couvrent le marché de l'automobile et qui couvrent également les marchés industriels. Donc, les bateaux de croisière, le médical, l'aéronautique, la robotique, des très très beaux marchés. Mais notre objectif, c'est vraiment de nous recentrer d'un point de vue capital, ressources et R&D uniquement sur les besoins d'électrification. Parce que c'est là où la croissance est la plus forte. C'est pas que ça, c'est que quand même on reste une mid-cap, on est une société de 8 milliards. Donc, et rester comment dire, au service de 34 sous-secteurs, c'est dilution du capital, dilution des ressources, de la bande passante managériale, donc c'est un recentrage. Et je considère, moi, je suis convaincu que les grands vainqueurs des années futures seront des purs acteurs de leur marché, purs acteurs de l'automobile. Oui, vous voulez être identifié aussi comme un pur acteur player de l'électrification électrique. Et justement, l'électrification, est-ce qu'elle va assez vite selon vous? Parce que la consommation électrique, si on regarde en France, en Europe, elle patine en fait depuis les années 2000. On n'a pas cette augmentation de la demande comme l'espèrent les EDF, les énergéticiens. Alors, c'est vrai d'un point de vue demande, mais il y a quand même pour nous un énorme enjeu qui est préparer l'avenir. Le basculement des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Vous prenez les 3 acteurs du marché dont fait partie Nexans. Notre carnet de commandes en 2019 pour toutes les interconnexions sous-marines, terrestres, le raccordement des fermes éoliennes en mer était de 5 milliards en 2019. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est proche de 40 milliards. Donc ça déjà, et c'est des backlogs, des carnets de commandes fermes. Après, vous avez tout le renouvellement des réseaux électriques. Tout ce qui a été installé dans les années 50-70 a besoin d'être renouvelé. Oui, c'est ça, parce que RTE communique, c'est 55 en moyenne le réseau électrique français, 200 milliards d'euros d'investissement RTE Enedis d'ici à 2040. Donc forcément, il y en a une bonne part qui va vous revenir. Et tout ça, malgré effectivement la consommation d'électricité qui n'augmente pas encore, qui prend du temps, ça n'est pas retardé. En fait, il faut le prendre comme le secteur du télécom. Orange est en train de débrancher son réseau cuivre. Pourquoi? Parce qu'on a déployé la fibre optique. Plus grande bande passante, de plus grande qualité, etc. C'est la même chose sur les réseaux électriques. Ce n'est pas une question de consommation, c'est une question de renouvellement. Une grande partie, dans beaucoup de pays européens, du réseau est obsolète. D'ailleurs, le président Trump, il parle beaucoup de génération d'électricité, mais il ne parle pas assez de distribution. Dans le plan Biden, il y avait le remplacement de 20 000 km de câbles moyenne tension et haute tension sur l'ensemble du territoire américain. Et il va falloir bien l'adresser également.
Donc ça, ce sera mis en œuvre malgré l'arrêt effectivement des éoliennes en mer. Ils sont obligés, parce que la problématique qu'on avait, c'est que le réseau était tellement obsolète aux États-Unis qu'on était obligé déjà, avant même sa nomination, de retarder l'arrivée de méga fermes aux États-Unis. Cette demande de câbles qui explose, est-ce que vous avez des problèmes de capacité, de production? Comment vous agrandissez? Vous agrandissez une usine en Norvège, je crois, mais est-ce que vous en construisez encore d'autres? On a doublé notre capacité sur les câbles de haute tension en rapport au carnet de commandes que j'ai mentionné, parce que maintenant, nous sommes pleins jusqu'en 2028 sur cette partie de tout ce qui est interconnexion sous-marine et raccordement de fermes éoliennes. Voilà, on n'a plus de capacité jusqu'en 2028. Le bonheur pour l'industriel. Bon, il y a un gros sujet d'exécution, bien évidemment. Et après, bien sûr, on reste quand même globalement assez sélectif. On ne cherche pas la croissance pour la croissance. On s'assure qu'on soit une croissance rentable qui ne soit pas dilutive pour nos ratios financiers, que ce soit d'EBITDA ou de génération de free cash flow. Et puis on est aussi très vigilant sur notre empreinte carbone. Notre objectif en tant que réduction d'empreinte carbone est de moins 42% d'ici 2028. Donc c'est la gestion de ces paradoxes de faire une croissance qui est rentable, mais également s'appuie sur des matières recyclées, notamment sur le cuivre. Et donc c'est rentable, c'est plus rentable que le reste des activités que vous aviez, les câbles électriques? Ah oui, parce que quand vous regardez, on a mis une diapo spécifique sur nos résultats financiers, où on a dit, voilà, le groupe en effet génère un EBITDA de 11%, mais l'EBITDA de l'électrification seule fait 13%. Donc en fait, oui, bien sûr, on va beaucoup plus vite sur la génération de profit de l'électrification. Et les perspectives 2025 justement d'EBITDA entre 770 et 850 millions, ça peut paraître assez large comme fourchette. Vous vous laissez une grosse fourchette justement en cas d'aléa géopolitique que vous ne maîtrisez pas? Non, en fait, on a un grand projet qui s'appelle Great Sea Interconnector, qui est en fait la connexion de la Grèce avec Chypre. Voilà, ouais, c'est ça. Et comme il est aussi au milieu, ce projet est un projet de plus d'1,5 milliard, il est un peu challengé par quelques conditions géopolitiques, puisque notre bateau qui fait les analyses des fonds sous-marins doit aller dans les eaux internationales, que les Turcs ne considèrent pas du tout internationales, mais les leurs. Et la dernière fois qu'on a fait la première phase de monitoring, d'analyse, notre bateau s'est fait entourer de 7 frégates turques prêtes à lui tirer dessus. Donc il y a beaucoup de sujets de discussion avec les Turcs pour dire, écoutez, bon, nous, on va juste poser des câbles, on ne va rien faire d'autre. Donc au cas où il y a des retards sur ce projet ou un risque d'annulation, on reste prudent sur notre guidance. D'accord, donc c'est uniquement, ça dépend uniquement de ce projet, donc entre Chypre et la Grèce et effectivement la Turquie qui s'interfèrent. Le plan Sparking Electrification lancé en novembre 2024, là vous avez prévu d'investir 1,2 milliard d'euros d'ici 2028, donc là ça consiste en quoi? Toujours un gros sujet de couvrir la croissance, parce qu'on a quand même beaucoup de lignes qui sont saturées. Puis quand vous parliez des plans des RTE, Enedis, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose dans les pays nordiques. Donc il y a un peu du tout en même temps, donc il faut qu'on couvre la demande. Il y a un très gros investissement actuellement en France à Lens, une des plus grosses fonderies de cuivre en France est à Lens et appartient à Nexans. Vous en parliez avec John sur la bataille des métaux, notamment sur l'or, mais c'est la même chose sur le cuivre. La problématique qu'on a, c'est que comme le monde est en train de s'électrifier, le besoin du cuivre va être en 2030 à peu près 32 millions de tonnes, mais des capacités extractives au Chili, au Pérou, comment vous assurez les approvisionnements et seulement à 25 millions. Donc on sait qu'on va rentrer d'une ère d'abondance à une ère de pénurie. Et pourtant, il va falloir bien répondre aux besoins européens. La problématique qu'on a en Europe, c'est que l'Europe a une énorme ambition, une très belle ambition sur la transition énergétique, mais on n'a pas accès aux métaux. Donc c'est ça l'enjeu. Une dépendance, oui. Très grande dépendance. Donc en fait, l'objectif, on est en train de lancer un investissement de 100 millions d'euros à notre fonderie de cuivre de Lens, qui va être en capacité d'ici 2027 d'absorber 80 000 tonnes de déchets cuivreux. Et que nous allons pouvoir, on va pouvoir recycler et refaire des câbles entièrement neufs sur la base de ces métaux recyclés. Donc on peut espérer que finalement, parce que vous nous l'avez dit, avec le cuivre qui était plus compliqué à avoir, on pouvait penser que les prix allaient exploser, mais avec ce recyclage, les prix vont être contenus?
Non, pas tellement, parce que il y avait un rapport de Goldman Sachs récemment qui projetait la valeur du cuivre à 12 000 $ la tonne. Vous avez quand même une très forte pression sur le cuivre primaire, celui qui est extrait directement de la roche. Là, vous voyez, il y a un an, on était à 8 000 $ la tonne, là on est à 9 500 $ la tonne, ça continue de monter, on se rapproche des 10 000. Donc non, le cuivre va coûter de plus en plus cher. Oui, le cuivre, le fameux Dr Copper. Un mot du parcours boursier, belle réaction déjà du titre quand vous avez publié les résultats, vous avez pris 10%. En clôture, ouais, c'est un beau record pour nous. Pas mal, mais depuis le début de l'année, cela dit, c'était plus compliqué parce que finalement, vous faites un peu moins que la surperformance du CAC 40. À quoi vous attribuez ça d'ailleurs? En fait, ça s'est passé, il y a eu deux grands phénomènes. On a touché un de nos points records des 6 dernières années avec un cours à 135 €. Comme on était flagué très énergie éolienne aux États-Unis, le jour de l'élection de Donald Trump, on a fait moins 15. Voilà, bon, voilà, c'est l'impact de la géopolitique. Le deuxième, notre Investor Day s'est très bien passé à Londres. Il a été très bien reçu. Justement, qu'est-ce que vous dites les investisseurs par rapport à l'arrivée de Donald Trump? Finalement, ils vont quand même continuer d'investir parce qu'ils voient que même si aux États-Unis, on ne sait pas trop, en Europe, la demande est tellement forte que... Oui, en fait, on a une énorme usine à Charleston, en Caroline du Sud, donc ils se sont dit, oh, voilà, l'usine n'aura plus rien à faire. Si, on vient de gagner des projets européens qu'on produira dans cette usine-là. Et puis, dans tous les cas, le renouvellement du réseau électrique américain est tellement énorme que l'asset que nous avons aux États-Unis sera toujours plein. Ouais. Donc, le retour a été très positif, mais il y a eu un phénomène tout à fait normal, c'est que nos deux actionnaires principaux ont vendu le lendemain des journées investisseurs. Donc, ça a semé un petit doute. Il dit pourquoi les actionnaires qui sont au conseil d'administration vendent plus de 3 millions d'actions au marché avec un rabais. Donc ça crée une forme de suspicion, alors que quand vous, en étant à la table du conseil d'administration, en fait ils sont là depuis 12 ans, c'est plus une prise de bénéfice. Enfin quand même, Nexans entre 2012 et 2018 était un peu lost in translation avec un cours de bourse qui variait de 50 à 20 €. Là, il y avait une aubaine à 115 €, on ne peut pas leur reprocher de prendre un peu de bénéfice, notamment de la BPI et de notre actionnaire chilien. Et pourtant, les plus hauts, c'est 140 €. Là, alors, ce n'était pas forcément ces derniers temps, on va dire, mais vous espérez, vous avez l'objectif d'y retourner? Bien sûr. En tout cas, dépasser même. Le plan que vous voyez d'ici 2028 nous met dans cette direction-là. À nous de l'exécuter correctement, mais on devrait aller au-delà de 140 € si on exécute, qu'on délivre nos résultats régulièrement, semestre après semestre. C'est ce qu'on fait depuis 6 ans. Donc, on s'accroche. Toujours respecter les objectifs donnés au marché et donc ces nouveaux objectifs publiés. Que va changer l'intelligence artificielle pour vous? Est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent être intéressantes et justement encore multiplier votre potentiel? Déjà, il y a l'énergisation des centres de données qui est un vrai sujet parce qu'en fait, il était prévu dans aucune planification stratégique. Les fameux data centers qu'on nous prévoit. Oui, les centres de données, en fait, oui, quand vous regardiez, le monde avait prévu de déployer 200 gigawatts de puissance pour les fermes éoliennes en mer uniquement, il y a les fermes solaires aussi, mais personne n'avait planifié qu'on aurait besoin également de 100 gigawatts pour les centres de données uniquement liés à l'explosion de l'intelligence artificielle. Donc ça rajoute des câbles. C'est-à-dire il va falloir électrifier ces centres de données qui sont de plus en plus importants, qui nécessitent des câbles, des plus grosses sections jour après jour. C'est des nouveaux business pour nous. Donc, des nouveaux business, mais pas des nouvelles applications pour faciliter votre business. Non, c'est plutôt des nouveaux business en termes de croissance et de demande. Oui. Eh bien, merci beaucoup à Christopher Guérin d'avoir fait le point avec nous sur cette très belle année et sur ces très belles perspectives à venir pour vous. Merci Aude.